Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau sur Easy Training pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment rapidement et automatiquement déployer votre cluster OpenShift sur votre machine locale. Mais avant, il est important de planter le décor et de fixer le cap. Avec l'adoption massive des microservices, on s'est rendu compte qu'il nous faut absolument des solutions qui vont permettre d'orchestrer et de clusteriser les nœuds pour un déploiement à l'échelle de nos applications de type microservice ou alors containerisé. Et l'une des solutions qui a le plus émergé, c'est Kubernetes. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'en réalité, Kubernetes, c'est un peu le cerveau. Ensuite, il faut lui mettre en fait des membres. Si vous voulez par exemple une solution de contrôle de conformité, du coup il faut installer un outil qui va bien, par exemple comme Gatekeeper. Si vous voulez installer un outil de gestion de pipeline, du coup vous devez installer par exemple Tekton. Si vous voulez un outil qui va permettre de gérer l'authentification, il vous faudra installer un outil qui va bien. Et en réalité, vous allez vous rendre compte que vous allez créer un écosystème où vous aurez plein d'outils proposés par des opérateurs indépendants. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ça apporte de l'agilité, ça apporte de la flexibilité et surtout ça donne la possibilité à l'opérateur Kubernetes de choisir les outils qu'il a envie de mettre en œuvre pour compléter la stack Kubernetes qui représente en réalité une base. Très bien. Alors, il va arriver un moment où certains opérateurs tierces comme VMware, comme Red Hat, vont tenter de proposer une brique beaucoup plus complète que eux, en fait, ils vont maintenir. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que la problématique, quand vous avez une stack hétérogène, où vous prenez des solutions par-ci, des solutions par-là, c'est que vous devez à chaque fois que vous devez maintenir la solution, vous référer en fait à l'opérateur qui vous propose la solution. Ce que Red Hat et d'autres opérateurs nous disent, c'est que nous, on peut vous donner une distribution de Kubernetes où on va maintenir l'ensemble des composants, les opérateurs Kubernetes que vous allez utiliser et vous donner vraiment un bloc compact. Et c'est pour ça qu'on parle généralement de conteneur plateforme. Parce qu'il propose tout. Un registry, un repo pour le SharpL, un outil de pipeline. Bref, il vient vraiment avec un bloc. Et les opérateurs aussi, les autres opérateurs vont s'inspirer de ça. En l'occurrence, OpenShift, donc en tout cas Red Hat va nous proposer OpenShift, VMware va nous proposer Tanzu, et donc on aura plusieurs distributions qui vont naître. Les opérateurs cloud vont nous proposer leur propre distribution de Kubernetes qui intègre déjà un certain nombre de plugins, d'add-ons qui facilitent l'interopérabilité avec leur écosystème existant. Donc c'est intéressant, c'est formidable lorsqu'on souhaite se faciliter la tâche. Il y a donc des entreprises qui sont déjà dans l'univers Red Hat et qui vont tout faire pour pouvoir profiter de cette interopérabilité et de ces acquis qu'on a avec les systèmes Red Hat et donc vont déployer directement un cluster OpenShift au lieu de déployer un cluster Kubernetes et gérer éventuellement les aléas, les administrateurs qui doivent être là à temps plein, la maintenance et tout. Avec OpenShift, on sait qu'on a un support qui nous répond rapidement et forcément ça coûte de l'argent. Donc on va dire que OpenShift est souvent une solution privilégiée pour les entreprises qui ont des moyens. Pour les plus petites entreprises, elles privilégient souvent l'utilisation de Kubernetes. Donc nous, à Easy Training, on utilise effectivement Kubernetes de façon native, mais on a des clients qui sont sur OpenShift et même lors de formation, on anime également des modules qui sont liés à OpenShift et c'est pour ça que j'ai décidé de proposer en fait une solution qui vous permettra rapidement d'avoir à disposition, sans vous casser la tête, un cluster OpenShift up and ready et surtout en version 4.x. La solution privilégiée pour déployer OpenShift en version 4.x en local, c'est notamment la solution Code Ready Container, encore appelée CRC. Si vous allez simplement sur le site d'OpenShift, vous allez en fait tomber sur ce lien-ci qui va vous expliquer globalement comment installer votre infrastructure à l'aide d'OpenShift sur votre machine, que ce soit un PC Windows, un PC Linux et également un PC macOS. Voilà. Alors, quel est le principe rapidement? Parce que le but ici n'est pas forcément de faire un cours global sur comment est-ce que ça fonctionne. Non, notre but c'est de déployer. Dans nos formations, on reviendra sur l'utilisation beaucoup plus en profondeur. Mais déjà, pour planter le décor vite fait, en réalité, lorsque vous avez votre PC,
On va dire que j'ai du mal à m'améliorer en dessin, hein, les amis. Je fais des efforts, mais dites-moi en commentaire. Alors, donc là, si je prends mon laptop, tac, tac, tac. Donc globalement, vous allez installer ici un outil qui s'appelle en fait CRC Endure sur le système d'exploitation de votre machine. Endure. Donc que ce soit Windows, Mac ou Linux. Et ensuite, ce que ce CRC va faire, c'est qu'il va en fait piloter un outil de virtualisation. En l'occurrence sur Windows, parce que c'est ce que nous allons faire. Hyper-V. Parce que beaucoup de personnes conformes en centre de formation et en formation du soir sont sur des PC Windows. C'est pour ça qu'on va prendre cela. Donc là, il va effectivement utiliser Hyper-V pour pouvoir provisionner la VM. Donc, il va provisionner la VM. Et il va également configurer certains dossiers de notre système d'exploitation pour qu'une certaine résolution DNS en fait soit faite pour qu'on puisse à chaque fois accéder en fait à notre infrastructure OpenShift. Parce qu'ici, il y aura plein de services qui seront déployés dans cette machine virtuelle. Donc, globalement, c'est en ça que ça consiste en fait. Donc, il suffit juste de télécharger CRC et ensuite de faire un CRC config et un CRC start. Mais du coup, il va provisionner la VM et configurer tout ce qui va bien. Donc, ça paraît relativement simple. Sauf que vous connaissez quelle est ma problématique. C'est comment est-ce que je fais pour rendre encore cela beaucoup plus simple et mettre en place une couche d'abstraction qui permettra d'éviter les problématiques locales de mes utilisateurs, de mes étudiants. C'est ça en fait moi qui m'obsède. Comment est-ce que je fais pour faire en sorte que mes apprenants n'aient pas par exemple un problème avec Hyper-V ou alors un problème sur leur machine locale qui fait en sorte qu'ils n'ont pas peut-être la version pro de Windows 10 parce qu'effectivement, il faut une version pro de Windows 10 pour pouvoir travailler avec CRC sur Windows. Donc, c'est ça ma problématique et je vais donc vous montrer l'approche que nous allons utiliser dans cette démonstration. Alors, globalement, on aura toujours notre machine, donc notre poste Windows et là, peu importe l'édition. Voilà, on a notre OS. Ensuite, on a un outil de virtualisation. En l'occurrence, VirtualBox. Moi, j'adore VirtualBox et vous allez comprendre pourquoi. Parce que nous allons utiliser le mécanisme d'automatisation qui est dans l'une de mes formations, en l'occurrence Vagrant. Donc, il y aura un Vagrant file qui va nous permettre de décrire en fait le déploiement de notre infrastructure, sachant que comme prérequis minimal, il faudrait que votre PC soit doté d'au moins 16 Go de RAM. On peut aller jusqu'à 12 Go, mais vraiment, le minimum syndical, je dirais, c'est le 10. Mais si vous voulez travailler de façon très confortable, je vous recommande d'avoir 16 Go sur la machine. C'est l'une des limites ou des problématiques que nous avons avec OpenShift 4.x. C'est qu'il est très gourmand. Donc, globalement, dans ce Vagrant file, en fait, vous aurez la description de la machine virtuelle qui sera créée. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va faire en fait le Vagrant Up? Du coup, VirtualBox sera piloté pour créer une première VM. Allez, tac, une première VM. Cette VM-là s'appellera CRC. Et à l'intérieur, il va télécharger donc, le binaire CRC. Il va configurer ce qui va bien. Et ensuite, à l'intérieur, nous allons installer, et c'est là où c'est vicieux, KVM et libvirt pour faire ce qu'on appelle de la nested virtualization, donc de la virtu dans la virtu. Ce qui fait que CRC, quand on va faire CRC start, il va en fait piloter ce KVM pour créer en fait la fameuse VM qui va contenir OpenShift. Donc là, j'ai voulu en fait apporter une couche d'abstraction qui va nous permettre d'avoir directement à disposition une machine virtuelle CRC dans laquelle il y a une autre machine qui contient en réalité OpenShift. Donc, certaines personnes vont dire oui, mais Diran, tu as rajouté trop de couches de virtu. En fait, c'est pour pouvoir faciliter la tâche à mes apprenants parce que vous verrez que l'usage de cette façon-là est beaucoup plus aisé parce que sinon, les personnes qui n'ont pas Windows 10 en version Enterprise ne pourront pas utiliser CRC directement sur leur machine. Alors que là, comme on a un Linux, en l'occurrence un CentOS 7, du coup, je prends le CRC et je le déploie rapidement. Et ça va également nous permettre, si on veut faire de la modification de fichiers, de travailler directement sur cette fameuse machine CRC qui va être notre machine de dev. Moi, je n'aime pas faire du dev en mode DevOps sur une machine Windows. Non, je n'aime vraiment pas. Or, quand on anime les formations, les postes sont très souvent sur des machines Windows.
Ne me posez pas la question pourquoi, mais voilà. Et du coup, nous, pour pouvoir harmoniser nos formations, on a en fait décidé de directement mettre toujours la couche VirtualBox et Vagrant pour s'abstraire des problématiques et des limitations qui sont liées à l'infrastructure de nos apprenants. Mais maintenant, on a trop bavardé sur la théorie. On va maintenant passer à la pratique. Vous connaissez déjà notre fameux repo Cursus DevOps où on publie effectivement les sources de ce qu'on utilise dans nos formations. Donc, dans le dossier Vagrant, on a un dossier qui s'appelle Container Ready Containers. Il faudrait même que je modifie le nom du dossier pour qu'il n'y ait pas d'espace. Mais bon, ça ce sera dans un second temps. Donc, ce que je vais faire, c'est revenir au début effectivement du repo. Voilà, à la racine. Je git clone le repo. Il est public, hein, donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Je suis sur un dossier sur ma machine. Allez, je vais aller dans mes documents. Dans mes documents, je vais ouvrir ma console PowerShell. Je vais agrandir pour que ce soit visible pour vous. Voilà. Et ensuite, je vais faire un git clone, comme d'habitude. Très bien. Git clone. Donc, lorsque le git clone est fait, je vais dans le dossier. Je vais dans Vagrant. Et ensuite, je vais dans CRC. Voilà. Lorsque je suis dans le dossier, j'ai deux fichiers. Install CRC et Vagrant File. On va déjà faire un Vagrant up. Et ensuite, je vais vous montrer le contenu. Et ainsi, vous pourrez contribuer, par exemple, au développement de la solution. C'est pour ça que j'aime bien expliquer ce qui est fait. Parce que grâce à cela, ça permet que l'on puisse avoir des contributeurs sur les solutions qu'on développe. Alors, Cursus DevOps, Vagrant, CRC, on va déjà voir le Vagrant File. Parce que c'est intéressant que vous puissiez le modifier pour adapter à ce que vous souhaitez faire. Donc, globalement, ici, moi, j'ai mis 12 Go sur la VM qui sera provisionnée et 6 CPU, 6 vCPU. Voilà. Il prend l'adresse en DHCP et on part d'un CentOS 7. Et j'appelle cette VM-là CRC. C'est tout. Et ensuite, lorsque la VM est provisionnée, donc j'active déjà la Nested Virtualization, c'est-à-dire la vertu dans la vertu. Il faudra bien vérifier que la virtualisation est activée sur votre machine, notamment avec de l'Intel VTX ou de l'AMD, quelque chose. Mais voilà. Donc, généralement, c'est pour ceux qui utilisent des processeurs Intel, c'est Intel VTX qui est l'outil de Virtu à activer. Donc, là, j'active la Nested Virtualization, donc la vertu dans la vertu, parce que n'oubliez pas, la VM CRC que l'on provisionne aura elle-même à provisionner notre VM. Ensuite, je lance un script qui s'appelle donc install CRC et c'est lui qui est plus ou moins l'intelligence de cette stack. Donc, si je l'ouvre, voilà, très simplement, on fait un yum update, on installe git et wget, qui sont des commandes, on pourra avoir besoin de ça. Ensuite, on installe la virtualisation, donc QEMU, libvirt, on enable le service, on le start. Ensuite, on récupère un secret, parce qu'on a en fait besoin du secret pour pouvoir pouler certaines images d'OpenShift. Donc, moi, je vous donne le mien. Voilà, comme ça, c'est fait. Ensuite, je récupère le binaire de CRC. Voilà, je le récupère, je le copie, je le mets dans un dossier qui me permettra de pouvoir l'appeler. Donc, je le mets dans mon part. Ensuite, je définis la partie pull secret. Donc, où est-ce qu'il va trouver le fameux secret que j'ai téléchargé. Donc, je configure la commande CRC. Ensuite, je définis la télémétrie. Donc, je mets un yes. Ensuite, je fais le setup. Et ensuite, je fais le start. Et quand je fais effectivement ce start-là, du coup, il va donc lancer la création de la VM. Bon, la suite, c'est si vous voulez activer la partie ZSH. Donc, ça, c'est mon formateur Ulrich qui a rajouté cette partie-là. Donc là, si je reviens ici, voilà. Donc, la VM, effectivement, va se démarrer et ça va prendre vraiment pas mal de temps. Donc, comptez entre 15 et 30 minutes en fonction de votre connexion Internet et en fonction aussi de la rapidité de votre PC. Parce que moi, j'ai un disque dur SSD, donc les choses peuvent aller beaucoup plus vite que chez vous. Donc, je vais d'abord arrêter la vidéo et ensuite, on se retrouve pour débriefer de ce qui se serait passé. Après avoir patienté pendant une vingtaine de minutes, alors dépendant bien sûr des ressources disponibles sur votre machine physique et de votre connexion Internet, mais du coup vous allez arriver à ce résultat-ci. Il va vous indiquer effectivement que le cluster est up and running. Il va me donner également les URL qui vont bien, en l'occurrence l'URL pour accéder à la console, ou alors les commandes qui vont me permettre d'interagir avec mon cluster OpenShift. Alors,
La première chose que je vais faire, c'est déjà me connecter en SSH via l'outil Mobaxterm et vous comprendrez pourquoi est-ce que je vous demande de l'utiliser par la suite. Je vais me connecter en SSH sur ma machine virtuelle. J'ai l'IP qui m'est donné à la fin du déploiement. Alors sûrement vous ne verrez pas très bien. Voilà. Je vais essayer de remonter un peu. Voilà. Donc là, vous avez l'IP pour vous connecter en SSH sur votre machine virtuelle. Donc là, je suis sur Mobaxterm, SSH. Le user, c'est Vagrant. Je mets l'IP. Et ensuite, il va me demander le mot de passe. Moi, je l'ai déjà rentré en amont, mais le mot de passe, c'est Vagrant. Ensuite, pour cette formation, nous allons systématiquement travailler avec le user root. C'est vrai que ce n'est pas une bonne pratique, mais étant donné qu'on fait beaucoup de complications en termes de couches de virtualisation, du coup, on va travailler avec le user root. Maintenant, nous allons donc regarder les informations qui nous sont données ici. On nous dit, pour pouvoir utiliser la commande OC, OpenShift, command, on va donc déjà, charger les variables qui vont bien. Donc là, je vais sur ma console, là. Hop là, j'ai pas pu bien copier. Voilà, je récupère, je vais sur ma console. Je mets les vals, très bien. Et ensuite, je peux me loguer à mon OpenShift en ligne de commande, donc OC Login. On va déjà commencer par la connexion en mode CLI. Voilà, et il me demande le mot de passe, et au niveau du mot de passe, ce sera développeur. Alors, moi, forcément, j'avais déjà rentré ce credential-là. C'est pour ça, effectivement, qu'il me dit qu'il est déjà connecté en tant que cet utilisateur-là. Mais globalement, si vous demandez le mot de passe, du coup, vous donnez juste développeur. Bien. Donc là, on est bien connecté à notre infrastructure avec un user qui est développeur. On peut également se loguer avec le compte administrateur qui nous est également proposé ici, mais que l'on pourrait utiliser lors de la formation. Mais le but, c'est de se rassurer qu'on a bien accès aux API d'OpenShift pour pouvoir interagir avec le cluster. Et maintenant, dans une seconde partie, nous allons voir comment y accéder, faire la même opération de login, mais plutôt via l'interface d'OpenShift, l'interface graphique. Nous allons maintenant évoquer l'aspect connexion à l'interface graphique d'OpenShift. Alors, pour ça, je vais faire un schéma. Globalement, voici la situation dans laquelle nous sommes. Voilà. On a notre VM CRC dans VirtualBox là. Et à l'intérieur de la VM CRC, on a KVM qui nous a déployé notre VM. Et c'est cette VM qui possède globalement OpenShift. Celui qui possède OpenShift. Très bien. Alors, notre but, c'est d'accéder éventuellement à l'interface graphique d'OpenShift. On a plusieurs solutions. Soit je vais dans la VM ici et j'ouvre un navigateur et j'essaie d'accéder là. Ou alors, je vais sur ma machine, ce qui est beaucoup plus efficient pour moi, et j'essaie d'accéder à cette interface graphique-là. On va déjà voir la première possibilité. Donc, pour la première possibilité, j'ai ici l'URL de la console qui m'est donnée. Donc, si je vais dans mon terminal et je fais un curl -k pour qu'il ne regarde pas le certificat, et je fais un curl, vous vous rendez compte que là, j'ai bien l'interface en réalité, même si c'est en ligne de commande. Ça veut dire que j'ai bien accès à cette interface-là. Très bien. Et ça, c'est depuis la machine virtuelle. Sauf qu'on est d'accord que ce serait beaucoup plus évident pour nous de travailler sur notre navigateur, étant donné que notre VM est en mode core et en mode terminal, on n'a pas d'interface graphique parce que c'est souhaité, pour que la VM soit la plus light possible. Alors, pour pouvoir y accéder depuis notre machine physique, il y a plusieurs choses à mettre en œuvre. La problématique, c'est qu'on n'a pas de connexion directe entre la machine physique et cette machine-ci. On n'a pas de liaison directe. Du coup, on est obligé de trouver un moyen depuis la machine physique de passer d'abord par cette machine virtuelle qui est sur VirtualBox pour atteindre ceci. Ça veut dire en fait qu'on aura un bond qui sera fait ici. On aura un bond. Et ce bond-là sera fait notamment via la notion de tunnel. C'est pour ça effectivement que je vais demander d'installer en fait Mobaxterm. Parce qu'il va nous permettre de dire que lorsque je fais un 443 sur ma machine, c'est-à-dire ma machine physique en 127.0.1, en fait, renvoie-moi vers ma machine virtuelle en passant par celle-ci, cette intermédiaire-ci, cette machine qui nous a permis globalement de provisionner cette infrastructure. Donc, c'est en fait ce tunnel-ci qu'on va mettre en œuvre. On va le mettre en œuvre pour ce port-ci
On va le mettre également en œuvre pour un autre port qui est nécessaire au fonctionnement d'OpenShift. Bien. Alors, il nous faudra dans un premier temps l'IP de notre machine virtuelle qui est sur VirtualBox. Mais ça, on l'a facilement. C'est l'IP qu'on a utilisé pour nous connecter en SSH, c'est-à-dire c'est celle qui est ici. Celle qui est là. Donc, quand je vais sur mon mob externe, vous avez un bouton ici qui est Tunneling. Si je clique sur Tunneling, moi j'ai déjà créé les tunnels en amont, mais je vous montre rapidement comment est-ce que ça se fait. Je clique sur Nouveau tunnel. Ici, je mets le port que je vais attaquer sur ma machine locale, donc mon PC physique. Là, je mets l'IP de ma machine virtuelle qui va me servir de rebond. Et ici, l'IP de la machine que je veux in fine attaquer et qui a mon service OpenShift. Qu'est-ce que ça donne au niveau de la configuration que j'ai fait, étant donné qu'il y a deux ports? Pour le premier, vous voyez là, 6443. Là, je mets l'IP de ma machine virtuelle. Et ici, je mets l'IP de ma VM qui est dans la VM CRC. Petite couche d'abstraction. Comment est-ce que je fais pour avoir cet IP-là? Mais du coup, si vous repartez sur vos logs de déploiement, donc je ferme là, vous regardez, attention, mais si vous allez voir en fait ici que vous avez une IP. Là, vous avez une IP ici. Là. Et c'est donc cette IP-là que je prends. Si éventuellement vous n'êtes plus sur cette interface-là, vous avez la possibilité d'utiliser sur votre interface, donc sur la VM, la commande CRC IP. Voilà, il vous donne en fait cette IP-là ici. Là, tout simplement. Et je vous ai dit effectivement qu'il y a une VM à l'intérieur de la VM. Et cette VM-là, en fait, elle se trouve là. Voilà. Très bien. Donc, c'est cette VM-ci qu'on veut attaquer, in fine. Et voilà son IP ici. Bien. Et comme je le disais au départ, ne vous embêtez vraiment pas à essayer de tout comprendre dans cette histoire de tunnel. Faites juste les tunnels, c'est tout. Et du coup, quand vous allez effectivement mettre les informations, donc là, le login, forcément, c'est Vagrant, parce que ce tunnel qui va être mis en place, c'est via notamment le SSH. Donc, on va utiliser le login Vagrant et le port sera le 22. Et là, on met donc le port qu'on va attaquer sur cette fameuse VM qui est ici. Voilà son IP et voilà là où on va. Donc, globalement, voilà ce qu'on va faire. Et quand vous allez faire Save et que vous allez faire démarrer, probablement, il va vous demander le mot de passe si vous ne l'avez pas déjà renseigné lorsque vous vous êtes connecté en SSH. Comme moi, je l'ai déjà renseigné, ben, du coup, il ne me le demande pas. Mais si vous demande le mot de passe, c'est Vagrant tout simplement. Je fais la même chose pour le 443. Regardez, 443, 443. Et le reste des paramètres restent absolument les mêmes. Donc, tout ce que je vais faire sur ma machine locale, sur les deux ports-là, vont systématiquement être redirigés vers la machine virtuelle. Donc là, je mets démarrer. Si vous vous rendez compte que vous n'avez pas les stops qui sont ici, ça veut dire que ça n'a pas démarré. Il n'y a pas de magie. Ça veut dire que ça n'a pas démarré. Bien. Maintenant, on a les ports qui sont bons. Mais l'une des autres problématiques qu'on va voir immédiatement, c'est que ces noms de domaine-ci ne sont pas résolvables directement depuis notre machine physique. Malheureusement, ces données ne sont pas résolvables. Alors, qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Je vais modifier en fait mon fichier host. Donc, quand vous êtes sur Windows, il vous suffit d'aller dans le dossier Windows System 32 Driver etc. Vous avez un fichier qui s'appelle host. Moi, ce que je fais, c'est que je copie ce fichier. Je le copie avec un CTRL-C. Et je vais sur mon bureau, tout simplement. Et je le colle. Je le colle ici. Replace. Parce que j'en avais déjà un, donc je le colle. Et ensuite, je décide de l'éditer là. Et lorsque je l'édite, je l'ouvre ici. Je dois en fait rajouter la ligne ci. Vous avez déjà cette ligne-là dans le script qui est disponible sur notre GitHub. Donc, si je vais sur notre GitHub, vous allez dans Cursus DevOps Vagrant Code Ready Container et install crc.sh. Vous avez ici à la 25e ligne, la ligne à rajouter, bien sûr, sans le commentaire, bien évidemment, les amis. Donc, quand vous avez rajouté cette ligne-ci, vous enregistrez et du coup, vous reprenez tout simplement le fichier là et vous le remettez ici. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo pour vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait cette manip, mais je vous recommande effectivement de faire comme moi. Vous prenez le fichier, vous mettez dans votre bureau parce que vous avez les droits dessus, vous modifiez ensuite, vous récupérez, vous mettez à nouveau dans le dossier qui est ici. Voilà. Donc, lorsque c'est fait, on peut facilement récupérer donc l'URL là de la console. Vous récupérez l'URL et on va dans le navigateur et je peux donc mettre l'URL ici. Voilà. Si j'ai des problèmes de certificat, vous validez simplement le certificat. Vous dites j'accepte, je prends le risque, blablabla. Mais bon,
Grosso modo, c'est ça. Donc là, il est en train de charger l'interface qui va bien. Et ensuite, on devra donc se loguer à notre interface. Il faudra de temps en temps être vigilant au niveau notamment de l'espace disque que vous avez sur votre machine parce que c'est très important. Vous devez avoir sur le disque qui porte la machine virtuelle qu'on a créée, donc celle qui est ici de VirtualBox, doit être sur un disque qui a au moins 50 Go de disponible. Très très important. Très très important. Donc là, il est en train de charger. Il y a des petits points qui sont en train d'apparaître là. Voilà, c'est notamment le chargement. Un peu de patience. Et on y sera. Voilà. Et donc, là, on peut se connecter en tant que développeur. Et avec le mot de passe développeur. Donc, même chose que le username. Et donc là, on va donc accéder à notre interface graphique d'OpenShift. Donc, il charge. Ça cultive la patience. Mais bien évidemment, ça va aller par la suite. Allez, 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 allez. Alors, tac. Donc, il faut que je vérifie l'espace que j'ai de disponible sur ma machine, df-h. On est bon. Ensuite, virchlist. Ok, donc la VM est bien up and running. C'est juste que le service est en train de déconner. Mais ne vous inquiétez pas, je pense que vous n'aurez pas le même problème que moi. Après avoir patienté quelques instants, je vous ai dit, la patience, c'est une vertu. Donc vous arrivez sur l'interface, on peut fermer, hein, pas besoin de visite. Le but c'est juste de vous montrer globalement que là on est sur l'interface avec le compte développeur juste après notre connexion. Il m'a juste fallu actualiser 1-2 fois et on était bon. Donc globalement, voici l'accès à notre console via notamment la notion donc de tunnels qui doivent toujours être up si on veut accéder à la console et notamment à quelques applications qu'on va publier dans OpenShift. Donc, il faut bien faire gaffe à ça. Et si éventuellement vous voulez éteindre votre machine physique, je vous recommande de revenir ici dans le dossier, sachant qu'on a une formation sur Vagrant sur YouTube, donc je vous invite à la regarder pour savoir comment ça fonctionne. Vous pouvez faire un Vagrant, suspend, hop là, on va y arriver. Je sais pas où ma console est partie. Voilà, ma console a disparu, mais je l'ai retrouvée. Voilà. Donc, vous pouvez effectivement faire un Vagrant suspend. Et donc, Vagrant suspend va donc mettre votre VM en pause. Et quand vous allez revenir, tout simplement, vous repartez dans le dossier code ready container et vous faites un Vagrant resume. Vagrant resume. Voilà. Je crois que... Tac. Il me faudrait juste clear my screen. Voilà. Donc avec un Vagrant suspend, vous mettez en pause votre VM, tout simplement. Je vais un peu remonter, voilà, pour que ça puisse être visible pour vous. Très bien. Donc Vagrant suspend, et quand vous revenez, vous repartez dans ce que vous faites Vagrant resume. C'est une petite astuce pour ne pas avoir à arrêter la machine virtuelle, donc CRC qui est sur VirtualBox, mais plutôt la mettre en réalité en pause. C'est la même chose que mettre en fait la VM en pause. Donc, moi, je préfère mettre les VM en pause, surtout quand je sais que je vais utiliser la VM pendant un certain temps. Donc, voilà pour l'accès à notre fameuse VM et notamment l'accès à notre interface OpenShift. Nous sommes fin prêts à utiliser notre OpenShift. La première partie de cette vidéo consistait effectivement à vous apprendre à déployer rapidement. Mais maintenant que c'est déployé et qu'on sait effectivement comment se loguer, on peut travailler, on peut maintenant commencer à déployer des applications grâce notamment à l'OpenShift CLI. Bien. Alors, premier élément, on va déjà tenter de se loguer. Pour avoir les identifiants, on peut faire CRC, console et credentials. Et ensuite, là, on a le choix. Là, on va se connecter en tant que développeur. Allez, on va se connecter en tant que développeur. Voilà. Et donc, maintenant, on va créer notre premier projet.
Donc, on va essayer de créer un projet qui va s'appeler allez, Web App. Voilà. Je pense que si vous suivez mes formations, vous avez sûrement l'habitude du terme Web App. Alors maintenant, nous allons chercher quelques exemples de code disponibles. Donc avec OC, on va créer notre nouvelle application donc avec New App. Et ensuite, on va chercher dans les exemples s'il y a un qui s'appelle Engines. Voilà, on va déployer une petite application web sympathique. Et on nous dit ici qu'on a effectivement un exemple, donc un modèle qui s'appelle Engines Example. Et il nous permet tout simplement d'embarquer une application dans Engines. Et c'est ça qui est intéressant. En fait, là, il va en fait lancer un pipeline automatiquement où il va prendre une image Engines et il va rajouter en fait une autre application à l'intérieur. Bon, on va partir de là. On peut voir un peu quels sont les paramètres disponibles avec cet exemple-là. Voilà. Donc, les paramètres sont les suivants. Donc, Engines Sample, on a la Engines version, etc. OK. Alors, mon écran ne s'affiche pas très bien, donc je vais relancer pour que ce soit quand même beaucoup plus visible et lisible. Alors, attendez voir. Voilà, c'est quand même bien mieux. Je vais vérifier, c'est quand même bien mieux comme ça. Voilà. Donc, vous avez effectivement les différents paramètres, et là où ça ne se voit pas en fait au niveau de mon écran, là j'ai les valeurs par défaut, mais vous les verrez. Vous allez constater qu'on a une valeur par défaut ici qui risque de nous poser problème. Parce qu'elle, je crois, elle doit être ancienne. Alors, si je reviens sur OC New App Engines, vous allez voir en fait qu'au niveau des tags, le tag qu'on avait là en fait n'apparaît pas. Le tag par défaut, en réalité, n'existe pas dans cette liste-ci. Donc, ce qui peut nous poser problème. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais surcharger la version de Engines parce que celle par défaut qui est donnée ici, vous voyez que ce n'est pas dans la liste. Bon, ça, c'est pas très grave. Donc, je vais donc lancer la création de ma web application, tout simplement, en surchargeant les paramètres qui vont bien. OC, New Web App, je donne le nom de mon template, c'est-à-dire OpenShift, Engines Sample. Ensuite, je donne le nom, le paramètre nom. Ensuite, je fournis la version de Engines version, et je mets effectivement quelque chose qui existe réellement, concrètement. Voilà. Donc, on valide. Et là, la création démarre. La création démarre et dans les logs, vous allez constater qu'il y a notamment certaines informations qu'on vous donne. Je vais faire remonter ces informations-là. Voilà. Donc, on donne effectivement les paramètres que nous on a fournis. On a fourni ça comme paramètre. On a fourni également les Engines version. Sachant que le code qui sera utilisé, parce que je vous ai dit l'avantage d'OpenShift, c'est qu'il va avoir de super pouvoirs. Il va rajouter effectivement des possibilités qu'on n'avait pas directement avec Kubernetes de façon native. Donc, lui, il est capable de récupérer un code, le code qui est ici, et il va directement prendre en fait les sources qui sont à l'intérieur, les mettre dans une image qui est à la base du Jenkins, du Engines, et il va donc builder une nouvelle image finale qu'il va appeler Web App. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Du coup, on reviendra sur ces détails-là dans la formation qui va bientôt sortir, bien sûr, sur Easy Training concernant les concepts avancés sur OpenShift. Mais déjà, on peut voir les logs de ce qui est en train de se passer grâce à ceci. Donc là, je vais nettoyer mon écran. Je souhaite également montrer les ressources qu'il a créées parce que c'est quand même bien de les montrer. Il a créé un service, il a créé une route qui permet d'exposer notre application à l'extérieur. Il a également créé un image stream parce qu'il va builder une nouvelle image à partir d'une image d'Engines et du code qui se trouve sur le GitHub là. Ensuite, il va définir un build config pour le pipeline. Et enfin, il va simplement déployer l'application. C'est tout. Bien. Alors, si je récupère du coup la commande qui me permet de voir les logs du build config, voici ce build config là ici. Je nettoie mon écran, je fais ça. Et donc là, il va m'afficher les logs au fur et à mesure. Vous voyez, il git clone le repo, tac, il récupère les informations qui vont bien. Ensuite, il pull l'image de base, c'est-à-dire le fameux Engines avec le tag bizarre. Voilà. Et ensuite, il va donc produire l'image. Donc, si on va sur le fameux repository en question, voilà, voici en fait à quoi ressemble le repository. Et voici globalement l'index.html que l'on souhaite embarquer en fait dans notre application. Hein. C'est bête et méchant. Hein.
Voici tout simplement l'application qu'on souhaite embarquer dans un Nginx. C'est tout. C'est vraiment, comme je le disais, bête et méchant. Il n'y a rien de plus par rapport à ça. Bon, maintenant, à l'intérieur, on a des templates, voilà, JSON qui expliquent un peu ce qui est fait. Mais bon, le but pour nous, ce n'est pas de rentrer dans ces considérations extrêmement techniques. On veut juste savoir si on a notre cluster qui est fonctionnel, notre cluster OpenShift. Donc, il suffit juste de patienter. On va patienter quelques instants parce que vous risquez d'avoir peut-être du ramage, des choses comme ça. Je précise bien, hein, c'est dépendant de vos ressources, c'est-à-dire de la quantité de RAM et de CPU que vous avez fourni à vos machines. Moi, mon desktop à moi, il est de 32 Go de RAM avec un bon SSD et un bon CPU. Je ne sais même plus combien j'en ai. Je ne sais pas si c'est 8 ou 10, je ne sais plus. Et donc, à ma machine virtuelle, Vagrant, j'ai fourni 12 Go de RAM et 6 vCPU. Sachant que la VM qui se trouve à l'intérieur de la VM VirtualBox, elle va plutôt utiliser, je crois, 4 vCPU et 8 Go de RAM. Voilà, donc c'est un peu comme ça que j'ai essayé de répartir. Si je refais un petit schéma, vite fait, donc voilà. Si je refais un petit schéma, vous savez que moi j'adore les schémas, hein. Donc il y a d'abord la VM qui se trouve sur VirtualBox, voilà, VirtualBox, qui elle effectivement, j'ai mis 12 Go de RAM qui est créé via le Vagrant File, 12 Go de RAM et 6 vCPU. Vous pouvez bien sûr modifier ça, hein, je vous ai montré ça au début de la vidéo. Ensuite, dans la VM donc, qui est sur VirtualBox, on a créé une autre VM qui tourne sur du libvirt. Et elle, effectivement, c'est du 8 Go de RAM et 4 vCPU. Voilà. Donc, déployer OpenShift en version 4. Parce que Minishift encore, ça va. C'est-à-dire tout ce qui est OpenShift 3.x. Mais à partir d'OpenShift 4.x, il y a beaucoup de paradigmes, il y a beaucoup plus de services, il y a beaucoup plus d'opérateurs qui déploient. Et du coup, ça consomme énormément de ressources par rapport à ce qu'on avait par le passé. Donc moi, je vais patienter que le build se termine de mon image et ensuite, on pourra tester notre application. Après, ça va patienter quelques instants, sachant que ça a vraiment ramé, hein, de mon côté. Mais bon, j'ai eu des problèmes liés à l'API parce qu'il n'arrivait plus à me sortir les logs. Mais pas grave, je relançais la même commande de suivi des logs. Donc j'ai eu les logs, j'ai eu le build, j'ai eu le déploiement. Donc quand je fais un OCGet deployment, si bien sûr ça daigne fonctionner, tac. Alors OCGet pod, oula, OCGet pod, voilà. Donc j'ai bien mon pod qui est ici, j'ai mon pod qui m'a permis de faire le build, j'ai mon pod qui m'a permis de faire le déploiement et j'ai mon pod applicatif ici. Ensuite, je peux récupérer la route qui va me mener effectivement à mon application. Alors, le temps bien sûr qu'il ne bug pas trop. Donc là, OCGet routes. Et je pense que route même sans S devrait fonctionner. Voilà, il fonctionne. Donc voilà l'URL de mon application. Donc si je fais un curl ici, vous voyez, tac. Voilà mon application qui est là. Mais comme vous le savez, il faudrait quand même qu'on puisse y accéder via le navigateur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais repartir modifier en fait mon fichier host que vous connaissez déjà. Et sur la même ligne du 127, en fait, je vais rajouter cette URL là ici. Voilà. Je vais enregistrer comme ça. Ensuite, là, je vais récupérer. Donc, je vais récupérer mon fichier host et je vais mettre dans le dossier qui va bien. Donc là, je l'ai mis à jour. Je remets ici. Et ensuite, je peux aller dans mon navigateur. Tac, dans mon navigateur. Pour mettre cette URL là. Et malheureusement, je l'ai perdu. Voilà. Je l'ai récupéré là. Donc, https://, je mets l'URL. Là, j'ai effectivement le refuge accept. Et là, bien évidemment, un petit bug temporaire pour l'accès à mon application. Sachant qu'ici, j'ai bien eu accès à mon application. Vous voyez, parce que c'est bien écrit « Welcome to Static Nginx on OpenShift ». Donc là, c'est justement que les ressources, je pense bien. Hop là. Voilà. Si je mets HTTP, il faut peut-être que je rajoute ensuite
ce dernier. Alors, au niveau du curl que j'ai fait, je vais rapidement vérifier. Si je fais un https:// et je mets le -k, est-ce que j'ai bien mon site? Tac, oui, j'ai bien le site. Tac, si je refais le... Ah non, c'est en HTTP, j'ai l'impression qu'il n'est pas protégé par défaut. Déployer coaching, ok. Ouais, donc c'est en HTTP que le site est disponible. Ok, ça marche. Donc du coup, il me faut faire un autre tunnel pour tout ce qui sera HTTP. Tac, parce que je n'ai pas exposé mon application en HTTPS pour le moment. Donc CRC, oula. Donc ça c'est le 80, 192.68, point, c'est 9 ou 11, 56.9, ensuite vagrant, ensuite 22, et ensuite 192.68.130.11, et ensuite le port c'est le 80. Voilà. Il faut juste vérifier que vous n'avez pas déjà le port 80 sur lequel vous écoutez sur votre machine locale. Et voilà l'application ici. Welcome to the Static Engines Web Application. Vous voyez, il est là. Il a été buildé sur OpenShift. Et c'est tout simplement le contenu en fait de cet index-ci. Vous voyez, si on cherche deploy code change, vous voyez, deploy code change ici. Donc, il a bien récupéré le code, il a buildé l'image dans une image de base qui est Engines et il a déployé mon application et mon application est bien accessible, mais par contre sur le port 80. Mais dans la formation, on verra comment l'exposer en SSL, etc., etc. Mais déjà là, on peut confirmer qu'on arrive à avoir un workflow complet qui part de la création du cluster et ensuite qui termine avec le déploiement d'une application exemple. Donc, lorsque vous avez terminé cet exemple-là, vous pouvez donc supprimer le projet, delete project, très simplement. On delete le project. Voilà, donc il va supprimer en fait toutes les ressources. Et c'est ça qui est intéressant, notamment avec OpenShift, c'est qu'il va virer directement l'ensemble des ressources de ce projet-là. Un peu comme si vous supprimez en fait un namespace et il supprime toutes les ressources qui sont à l'intérieur de ce namespace. Donc là, on delete et ensuite on peut éventuellement aller à nouveau sur Vagrant et faire un Vagrant Destroy. Ah, pardon, sur celui-ci. Voilà. On peut venir là. Voilà. Et on fait un Vagrant Destroy pour tout supprimer. Là, on nettoie tout ce qu'il y avait sur notre machine. Donc, il va supprimer toutes les machines virtuelles qu'il y a dessus. Ça permet vraiment de nettoyer. Ou alors, je fais un Vagrant Suspend si je veux continuer à travailler après et revenir par la suite. Mais moi, je vais faire un Destroy complet. Voilà. Il va me demander si je suis d'accord. Je vais lui dire oui. Et il va me supprimer du coup la machine virtuelle. Donc, voilà la démonstration que je voulais vous faire, les amis. Désormais, vous pouvez donc créer facilement votre cluster OpenShift, sachant que la principale difficulté, ce sont les ressources qu'il vous faut à disposition sur votre machine. La partie également, tunnel avec Mobaxterm que j'ai utilisé. D'autres outils permettent de le faire. Mais bon, moi j'aime bien Mobaxterm parce que j'y suis habitué. Et également la partie bien sûr DNS pour la résolution des noms de domaines dynamiques qui nous sont fournis par le fournisseur de noms DNS d'OpenShift. Et moi je vous dis à très vite dans les formations OpenShift que nous allons organiser sur EasyTraining et dont on va se baser sur cette stack. À très bientôt.